On va parler de cette guerre commerciale qui nous a énormément fait réagir, et c'est la communauté internationale au sens large qui réagit, ainsi que les consommateurs, bien sûr. Guerre commerciale déclarée par Donald Trump. On a vécu une folle semaine qui a commencé par un lundi noir. Les bourses européennes ont clôturé hier un petit peu plus calmement. Peut-être un tour de table très rapide, mais pour qu'on essaye de poser les choses. C'est le week-end, c'est le début des vacances pour certains. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Et on en est où de cette guerre commerciale avec des revirements en permanence ? Très rapidement, Général. Pour moi, on assiste à des annonces multiples et déstabilisantes volontaires, avec le doute toujours, est-ce qu'il y a de la compétence derrière ? Je pense qu'il y a de la compétence, je pense que ça fait partie d'une stratégie générale pour déstabiliser un petit peu tout le monde, et on met sur la table un certain nombre de choses, hein, on voit comment ça réagit, et après on fait autre chose. Voilà, et nous sommes bien dans une guerre, et je dis le mot guerre volontairement, qui est commerciale. Ensuite, parce que d'abord, Donald Trump, c'est pas la guerre militaire. Donc on est bien dans une vraie guerre, on cherche à imposer sa volonté. Et c'est ce que veut essayer de faire Donald Trump, à mon avis. Michel Dzerzhinsky, est-ce qu'on en est au début de cette guerre commerciale ? Ah oui, je pense qu'on en est même aux prémices. On est à la proto-histoire de ce commencement qui est laborieux parce que, tout simplement, l'administration Trump, elle fait vivre l'incertitude, elle fait perdre la confiance, elle fait infléchir la croissance, et elle est d'une versabilité qui est celle même pas d'un jour à l'autre, mais d'une heure à une autre. Ce qui fait que, voilà, on en est là aujourd'hui. Et que, effectivement, quand Donald Trump a dit qu'il allait mettre en pause pendant 90 jours et que le président Emmanuel Macron et l'Union européenne a dit on va être prudent, on va regarder, effectivement, je crois qu'il faut faire du wait and see et être très, très à l'écoute de ce qui se passe d'heure en heure et de jour en jour. Bernard Cohen-Haddad, comment vous avez vécu, vous, à la CPME, cette semaine extrêmement difficile pour les entreprises ? Ça a été une semaine de grande turbulence, de grandes pertes sur les marchés boursiers, il ne faut pas l'oublier. Oui. Wall Street a failli stopper la cotation, c'est extrêmement rare. Et ce n'est pas l'objet d'un problème des banques, ce n'est pas un problème de guerre militaire, ce n'est pas un problème de fiasco économique, c'est un problème de déclaration politique. Donc c'est extrêmement grave. Et c'est aujourd'hui une guerre de turbulence. On est entré dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, avec, bien entendu, des revirements à 180 degrés qu'on ne peut pas attendre ou qu'on attend du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Ceci étant, on a perdu beaucoup d'argent sur les bons de trésor, sur des investissements à l'étranger, sur l'épargne d'un certain nombre de Français ou d'Européens, voire d'Américains. Et donc, il va falloir un peu de moment pour récupérer ces sommes qui ont été perdues. Bien entendu, il y a eu un effet de bond et de compte. Oui. Certains ont raflé des valeurs mobilières qui étaient tombées très bas, mais ça reste quand même accessoire. Une perte de beaucoup d'argent, une perte aussi de confiance, et ça a un impact crucial sur les entreprises. Bien entendu, vous savez, les États-Unis ont toujours été, même quand il y a eu des crises chez eux, les garants de la stabilité économique et monétaire. N'oublions pas la crise des subprimes. Tout de suite, les Américains ont mis de l'argent pour éviter le chaos. Il y a eu pourtant une crise financière, je vous rappelle, de 2008, 2009, 2011. Mais aujourd'hui, ils sont à l'origine de cette crise, et surtout pas les économistes, c'est le président des États-Unis qui est à l'origine de cette crise. Très rapidement, Anne ? Oui, l'ancienne secrétaire du Trésor, Janet Yellen, a dit que c'est une blessure qu'on s'est infligée à soi-même, absolument sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Et le général parlait de compétences. Je ne suis pas très sûr qu'il y ait beaucoup de compétences derrière, parce que la plupart des économistes qui font partie du cabinet de Trump ont été traités d'idiots, sinon d'imbéciles, par des économistes patentés, dont des prix Nobel, etc. Et ce qui est très important surtout, c'est qu'il y a eu un terrible assaut sur les bons du Trésor américain. Et c'est ça le plus important, je crois. Beaucoup plus que même que parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment déstabiliser la finance internationale. Belling Nabli. Oui, je me questionne à la fois sur la compétence et la stratégie en question, avec en filigrane la question qu'on doit tous se poser, c'est au jour d'aujourd'hui, à qui profite la décision. Le crime, on verra à terme s'il s'agit d'un crime, en tout cas d'un délit, et pour tout dire d'un délit d'initié. Oui, ça a été un vrai sujet cette semaine, effectivement. Eu égard au caractère relativement irrationnel de certaines décisions et des intérêts particuliers qui ont profité pour l'instant des annonces de Donald Trump. Donc
on a peut-être derrière notre difficulté à lire ces annonces, ces décisions, en vérité peut-être un scandale public dont les Américains, les citoyens américains, voire les États-Unis en tant que puissance aussi économique, devraient pâtir. Donc ça, c'est l'avenir relativement proche qui nous le dira, mais il y a peut-être une affaire politique derrière, finalement, ces décisions à tout va. Alors, vous parliez de revirements incessants, de ce besoin d'être prudent, et c'est ce que font effectivement les Européens qui avancent à tâtons au fil des décisions. Alors, il y a une dépêche qui vient de tomber que je vous soumets, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais les États-Unis, en pleine guerre commerciale avec la Chine, ont décidé d'exempter les smartphones et les ordinateurs des récentes surtaxes douanières imposées par Donald Trump. Ces exemptions s'appliquent notamment à des produits électroniques importés aux États-Unis depuis la Chine, à laquelle, on le rappelle, Donald Trump a infligé des droits de douane de 145%, de droits de douane auxquels ont répondu les Chinois à la même hauteur. Mais est-ce qu'il y a un recul de Donald Trump ou encore un revirement dont il a le secret? Alors, je ne suis pas économiste, mais enfin bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant et je rebondis à ce que a dit Anne il y a quelques instants. Moi, j'ai dit qu'il y avait peut-être comme des gens compétents. Elle dit qu'il n'y en aurait pas. Ce cas-là montrerait peut-être qu'il n'y a pas forcément que des compétences, parce que du jour au lendemain, changer de sujet en disant « Ah ben non, maintenant, on va alléger les droits de douane ou les supprimer », on pouvait peut-être y penser avant. Donc j'avoue qu'on est dans l'interrogation totale sur comment ça... Je précise quand même, en disant que je pense qu'il y a des gens compétents, oui. Mais ce simple fait, il y en a eu d'autres. Oui, mais là, c'est un énième exemple. Voilà. Oui. Je pense que les économistes seront plus compétents que nous pour parler de cette question-là. Bernard Cohen-Haddad. C'est une politique telle qu'elle a été décidée par Donald Trump. Elle est sur des paroles, c'est-à-dire il a considéré, il l'a dit d'ailleurs en début de semaine dernière, qu'il avait considéré qu'entre janvier et mars, il y avait plus eu d'investissements américains et étrangers pendant cette période de 3 mois que pendant le mandat Biden. Donc il a quand même, dirais-je, il affirme une vision économique, et justement parce qu'il affirme cette vision économique générale, il a tendance à faire du cas par cas et du coup par coup. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans la raquette qu'il assume parce que il s'aperçoit que ça ne marche pas ici ou là, et il ne peut pas non plus, compte tenu de la situation économique qu'il a vécue depuis cette fin de semaine, enfin ce début de semaine dernière. Il ne peut pas non plus tétaniser totalement son économie, qui ne produit pas ses microprocesseurs, qui ne produit pas non plus un certain nombre d'éléments et de composants chez lui, alors qu'il les vendent. Et il faut aussi qu'il ménage ses soutiens dans la tech. Apple, qui fait fabriquer ou presque tous ses téléphones en Chine. C'est exactement ça. Pour eux, c'était quelque chose d'absolument épouvantable. L'iPhone allait doubler ou tripler. Donc tout de suite, on voit qu'il donne des gages à les grands patrons, en fait, de l'économie américaine, c'est-à-dire les grands patrons de la tech. Il donne des gages aussi à ses concitoyens américains et aux consommateurs. Surtout aux consommateurs, en train de leur dire, mais voyez, j'ai en préoccupation votre pouvoir d'achat, parce que là, le pouvoir d'achat des Américains a terriblement été amputé, n'oublions pas notamment sur les fonds de pension. Oui, les téléphones Apple sont quand même réservés au haut du panier, parce que même aux États-Unis, ils coûtent très cher. Méline Nabi, pardonnez-moi, mais on a l'impression que Donald Trump avait une vision, en arrivant au pouvoir, une vision très claire, en disant ça, je vais le régler, ça, je vais le régler. Finalement, les choses sont très simples. Je ne vois pas pourquoi tout le monde se complique la vie. Est-ce que là, il n'est pas en train de se rendre compte que d'appliquer des grandes méthodes comme ça, sans aucune nuance, ça ne fonctionne pas, puisque là, il est obligé à chaque fois de faire des petits coups de rabot typiquement sur les téléphones. Il peut pas appliquer comme ça une guerre commerciale sans imaginer qu'il va y avoir des moyens de rétorsion. Oui, il est confronté au réel, tout simplement. Tout ce qu'il a déclaré pendant la campagne présidentielle américaine, c'était finalement une vision guidée par les intérêts américains à court terme, je dirais, et avec ce postulat suivant lequel, finalement, la mondialisation économique, le principe du libre-échange, finalement, ce sont les États-Unis qui en pâtissent au jour d'aujourd'hui. Et que, par conséquent, il fallait revenir sur un certain nombre de situations où la balance commerciale américaine était négative. Donc c'est le postulat, sauf que au lieu de définir une stratégie globale, il réagit au coup par coup et au quotidien. Donc ça donne cette impression finalement de désordonnée qui nourrit une forme d'insécurité à la fois économique et juridique. Et ça, il n'y a rien de pire pour les investisseurs en particulier qui ont besoin de pouvoir voir à relativement moyen terme. Et donc, il joue contre son camp. Et c'est pour ça que je pose la question de dans quel intérêt
pour l'instant, cette stratégie de l'administration Trump joue. Elle ne joue pas, a priori, dans les intérêts, enfin, en faveur des intérêts américains, dans la mesure où, incontestablement, tout cela, finalement, est une machine à produire de l'insécurité économique et juridique qui va se retourner contre l'économie américaine. Bernard Cohen-Haddad. Vous savez, cette situation, on l'a déjà vécue avec le Brexit. Ce que disait la campagne qui a été faite par les Anglais, c'était vous quittez l'Europe et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux au Royaume-Uni. Vous avez vu la catastrophe économique qu'ont vécu les Anglais avec ce Brexit. C'est la même chose sur Trump. Sur le papier, c'est merveilleux. Je mets des barrières, je mets des murs, j'augmente tous les produits, on va produire chez nous, on va embaucher chez nous. Le problème, c'est qu'on ne produit pas en quelques jours. On n'a pas la main-d'œuvre non plus pour pouvoir produire, y compris si on a des usines. Je demande aux investisseurs de venir chez moi et ils auront porte ouverte. Le problème, c'est qu'on est né aujourd'hui dans une économie interdépendante et que le cours de la bourse... Ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est pas un politique Trump, d'abord. C'est aussi un chef d'entreprise. Oui. C'est étonnant, compte tenu de son parcours de chef d'entreprise, qu'il n'ait pas pu anticiper cela. Moi, je crois que ça fait partie aussi, surtout d'un discours politique interne qui est extrêmement bien perçu par les Américains pour l'instant, et de son électorat, protectionnisme, patriotisme, isolationnisme. Ça fait partie d'une mentalité de droite extrême aux États-Unis. C'est pas bien entendu notre vision de l'Europe, mais ça, il reste qu'il a des partisans. Ceci étant, aujourd'hui, on touche au porte-monnaie de ces partisans, et c'est là le moment de bascule. J'en reviens à mon histoire de smartphone, mais c'est déjà peut-être un recul face à la Chine qui assume, elle, totalement le bras de fer. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dit par exemple que la Chine promet de ne jamais plier sous la pression maximale des États-Unis. Si les États-Unis souhaitent réellement entamer des pourparlers, ils doivent cesser leur comportement capricieux et destructeur. Et puis cette formule qu'on connaît bien aussi en Europe, donner un doigt à la brute, elle vous prendra le bras. En gros, on leur donne ça, ils nous prennent ça. Nous sommes dans l'affrontement des volontés que l'on trouve généralement dans la guerre, mais là on le trouve dans l'économie. Et là, je crois qu'il y a une opportunité pour la Chine d'affirmer une forme de leadership, je dirais, économique, en disant nous sommes une grande puissance, nous n'allons pas nous laisser dicter ce qu'on doit faire par les États-Unis. Nous faisons l'épreuve de force et c'est peut-être nous qui allons la gagner. Et je pense que nous sommes dans la situation de l'épreuve de force, de l'affrontement des volontés, et on ne connaît pas encore la réponse finale. Mais avec ce recul auquel on vient d'assister, finalement, il y a peut-être une première manche indirectement gagnée par les Chinois, même si c'est une petite manche, mais néanmoins. Mais c'est peut-être aussi pour Trump l'opportunité de lancer d'autres négociations avec les Chinois. On ne sait pas où on va dans ces conditions-là. Mais quelles que soient les méthodes d'ailleurs, parce que Pékin a répondu œil pour œil, dent pour dent, l'Union européenne a opté pour une solution plus pragmatique, plus diplomatique, on va dire. Ça fonctionne aussi puisqu'il y a un recul de 90 jours. Donc c'est assez illisible sur... Oui, c'est tout à fait lisible. Mais comme le disait monsieur, je crois qu'il faudrait aussi souligner que c'est éminemment un projet politique et même géopolitique. Ça a été bien détaillé dans le projet 2025. C'est un projet de véritablement mise au pas du monde entier. Et c'est vraiment une volonté d'imposer la volonté américaine sur le monde entier. C'est une vision qui est évidemment, comment dirais-je, farfelue. Et je suis gentil quand j'utilise ce mot. Et on voit tout de suite que ça ne marche pas. La preuve, la Chine a tout de suite dit, nous, on a les moyens, parce qu'évidemment, eux, ils n'ont pas de démocratie, donc ils n'ont pas besoin de se préoccuper de la réaction de leurs citoyens, d'élections, etc. Ils ont dit, 145 pour vous, bon, 125 pour nous. Et en plus, la dernière réunion du Politburo chinois a très explicitement expliqué que pour relancer l'économie chinoise, et surtout la consommation, ils étaient prêts à le faire, ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et il y a une chose qu'ils vont sans doute vouloir faire, c'est ce qui a été annoncé par le Politburo, c'est-à-dire ils vont augmenter les salaires chinois de façon à ce que la consommation intérieure finisse par augmenter. Parce que les Chinois sont comme les Français, ils économisent beaucoup. Mais en même temps, ils sont aussi ils sont très investis dans les bourses. Les Chinois sont des gens qui sont un petit peu comme les Américains. Oui, contrairement aux Français qui ne sont pas encore complètement... Donc, le Politburo, c'est donc eux qui ont la main mise sur toutes les décisions importantes de la Chine. Ils ont dit clairement... On a compris ça va changer. Et ils ont même répété à l'envi qu'ils allaient ouvrir la Chine beaucoup plus largement aux investissements étrangers, avec moins de contraintes, etc. Donc, ils sont sur une pente totalement capitaliste, tout en conservant évidemment un gouvernement
communiste. Belling Nabli. L'administration Trump et Donald Trump lui-même incarnent aussi la configuration de la scène internationale qui est peuplée à la fois de régimes autoritaires et de régimes qui ne sont pas forcément autoritaires, mais qui tendent à vouloir aviger le volontarisme, un volontarisme politique. À partir de là, il n'y a pas de distinction fondamentale, je dirais, si ce n'est une part d'irrationalité parfois du côté de l'administration Trump. Là où pourra se jouer finalement la différenciation entre les voies internationales, je pense, ce n'est pas la volonté des uns et des autres, c'est la crédibilité des uns et des autres. Et c'est en cela que la confrontation entre la Chine et les États-Unis pourrait se jouer aussi. Moi, je trouve plus de cohérence du côté chinois. Ce ne sont quand même pas nos amis économiques, faisons attention. Et c'est ce que dit François Bayrou, d'ailleurs, le Premier ministre, qui l'a rappelé, effectivement. Il a totalement raison, parce que, voilà, on manque de temps, et là... Mais c'est aussi ce qui se joue avec les décisions qui vont dans tous les sens du côté de l'administration Trump. Il y a la crédibilité américaine qui se joue aujourd'hui. Et effectivement, et Donald Trump qui pourrait, à force de faire des déclarations à l'emporte-pièce et de revenir en arrière, être finalement discrédité.